Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Mathilde Marie, je suis chef de projet biodiversité et trame verte à Bordeaux Métropole. Et donc, j'ai notamment en charge la stratégie biodiversité que je vais vous présenter aujourd'hui et qui intervient à plusieurs échelles de la séquence ERC. Vous pouvez passer. Très rapidement, mais je ne vais pas vous la faire en entier, le contexte de Bordeaux Métropole. Donc, c'est un territoire à forte sensibilité environnementale qui donc s'étend sur 58 000 hectares. On a 51% aujourd'hui des espaces naturels agricoles qui sont préservés dans le PLU. Beaucoup d'espèces végétales et animales protégées sur ce territoire et également de nombreuses zones humides, puisqu'on a actuellement 11 000 hectares en zone humide effective et 13 000 en zone humide potentielle. Et dans le même temps, on a des pressions de plus en plus importantes qui pèsent sur cette biodiversité et sur ces milieux naturels, puisqu'on a des ambitions de développement métropolitain avec des opérations comme 50 000 logements ou des opérations d'aménagement type opération d'intérêt métropolitain, et également des pollutions diffuses, des présences d'espèces exotiques et envahissantes, bref, de nombreuses menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc c'est comme ça qu'on a créé, en fait, c'est sur ce constat-là, on va dire, d'un côté une biodiversité riche et de l'autre des menaces importantes. Donc c'est comme ça qu'on a créé la stratégie biodiversité, donc dans sa première version 2017-2020, qui a été donc un travail pluridisciplinaire qu'on a réalisé en collaboration avec des acteurs variés, puisqu'on a fait intervenir à la fois des laboratoires de recherche, des associations naturalistes, des bureaux d'études privés. Et donc, c'est une démarche qui a été soutenue par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le département et l'ADEME et le ministère au travers d'un plan d'investissement d'avenir. Slide suivante. Donc, comment cette doctrine éviter, réduire, compenser, qui est un peu au cœur de notre atelier, comment cette doctrine a été prise en compte dans la démarche biodiversité. Notre objectif, c'était d'améliorer cette application de la doctrine ERC à toutes les échelles pour préserver la richesse écologique du territoire, tout en accompagnant les porteurs de projets dans leur démarche d'aménagement. Donc ça s'est fait autour de 3 niveaux en fait. Un premier niveau qui était d'anticiper l'évitement et la compensation à l'échelle territoriale grâce au PLU. Un deuxième niveau qui était de fournir aux porteurs de projets des arguments en faveur de l'évitement et de la réduction des impacts à l'échelle des projets d'aménagement. Et en troisième niveau, de proposer des compensations écologiques de qualité. Donc le premier niveau, c'était donc d'anticiper l'évitement et la compensation à l'échelle territoriale grâce au PLU. Donc pourquoi le PLU? Déjà parce que la métropole charge de cet outil et qu'en plus, c'est notre outil d'aménagement du territoire. Or, le PLU tel qu'il avait été réalisé en 2016, après une révision, ne tenait pas compte des enjeux écologiques pour la simple et bonne raison qu'on manquait de connaissances. Donc la première étape dans cette première partie, ça a été d'améliorer la connaissance écologique du territoire afin de révéler les ensembles des enjeux. Donc, à l'issue des 3 années de travail, on a obtenu un certain nombre de cartographies, donc cartographie des habitats naturels et de la flore protégée, localisation des zones humides sur le modèle plutôt pédologique, modélisation d'espèces faunistiques, cartographie des services écosystémiques et cartographie des trames vertes et bleues. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les cartes que nous avons obtenues, notamment la carte plus à droite, qui est un aperçu de la cartographie des zones humides sur la rive droite de la métropole. Ensuite, la deuxième étape, ça a été d'intégrer cette connaissance sur la biodiversité que nous venons d'acquérir dans le PLU. L'objectif, c'était vraiment de faire un PLU nature selon le schéma suivant que vous avez dessous, c'est-à-dire d'un côté, préserver des zones aménager des zones qui présentent peu ou pas d'intérêt écologique. Donc celles-là, ce sont des zones qui sont ciblées pour le développement urbain et qui sont donc les éléments structurants du développement territorial. Et de l'autre côté, soit des zones à fort intérêt écologique qu'on va vouloir préserver, et donc qui constituent finalement un évitement territorialisé des enjeux, et d'un autre côté, des zones plutôt dégradées, mais qui ont un fort potentiel écologique, et donc qui sont des zones à restaurer, notamment au travers de la compensation. Et donc ces deux éléments sont les éléments structurants de la trame verte et bleue de notre PLU. Diapo suivante. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette traduction des enjeux écologiques? C'est long, parce qu'en réalité, ça nécessiterait une révision complète, qui sont des processus extrêmement longs. Donc là, on profite d'une modification qui est en cours pour intégrer un maximum d'éléments au PLU. Donc là, par exemple, vous avez sur la droite une image d'un secteur qui est signifié en violet, qui va faire l'objet d'un nouveau zonage au PLU,
qui auparavant était en zonage AU, hein, donc il pouvait être aménagé. Mais grâce aux données qu'on a pu obtenir dans le cadre de la stratégie biodiversité, on a déterminé que c'était une zone à protéger. Et donc, il va y avoir un surzonage de corridors écologiques qui va être apposé sur ce secteur-là. Donc là, ça va se faire dans le cadre de cette 11e modification. Et bien sûr, on avance vers un PLU révisé en profondeur, hein, donc on va aller vers de la révision. Maintenant, c'est un processus qui est très long, donc on va y aller tranquillement. Mais le but, voilà, ça va être d'aller aussi chercher des nouveaux outils pour compléter le PLU, parce que c'est vrai que le PLU, ce n'est pas le seul outil. Et donc, on travaille également à des outils fonciers innovants pour mettre en œuvre le volet opérationnel du PLU. Slide suivante. Donc, la deuxième manière dont a été prise en compte la doctrine ERC dans notre stratégie biodiversité, c'était vraiment à l'échelle du projet d'aménagement cette fois, donc on change d'échelle. Bien évidemment, on garde en tête que le PLU étant un outil structurant, si on a bien fait notre travail, les secteurs qui resteront à l'aménagement, a priori, présenteront peu ou pas d'enjeux écologiques. Cependant, évidemment, on doit toujours vérifier ça sur le terrain et il est possible qu'il y ait quand même des enjeux sur des zones à aménager. Donc, pour ça, en fait, on a souhaité fournir des arguments pour les porteurs de projets, qui soient des arguments non pas écologiques, mais des arguments économiques en faveur de l'évitement et de la réduction des impacts. Parce qu'on avait remarqué que très facilement, ils se rendaient très vite vers de la compensation. Il y avait assez peu d'efforts de remodelage des projets quand on voyait les enjeux écologiques sur site. Et donc, nous, on voulait vraiment aller favoriser cet évitement et cette réduction des impacts. Donc, on a créé cet outil, Biodiv ERC-IT, qui est un outil informatique simple, qui est à l'usage des aménageurs publics comme privés, et qui va permettre de calculer le coût de la mise en œuvre de mesures environnementales sur la base de données très simples que l'aménageur peut rentrer directement dans l'outil. Donc, ça permet de calculer les coûts des mesures ERC selon plusieurs scénarios, en fait. Un scénario qui va favoriser l'évitement et la réduction, un scénario qui va favoriser la compensation et un scénario que le porteur de projet peut lui-même moduler. Donc, ça permet d'intégrer ces coûts déjà dans les budgets des projets dès le départ, parce que ce n'était jamais le cas, hein, au même titre d'autres dépenses, hein, voilà, voirie, réseau, etc. Et aussi, ça permet de démontrer l'intérêt économique de l'évitement et de la réduction des impacts. Également, en complément, cet outil propose un chiffrage des services rendus par la parcelle, parce que c'est vrai que c'est trop souvent qu'on dit que voilà, une parcelle vide, c'est une parcelle naturelle, c'est une parcelle vide qu'il faut remplir. Or, elle remplit déjà des services, et donc nous, c'était important pour nous de chiffrer les services rendus par ces parcelles avant leur aménagement, et aussi de pouvoir mesurer le pourcentage de services écosystémiques qui sont préservés après l'aménagement. Donc, je vous donne simplement un rapide aperçu de l'outil et de ce qu'il permet de montrer. Donc, à gauche, vous avez par exemple 3 scénarios de mesures éviter, réduire, compenser sur un projet lambda, hein, avec un scénario 1 où éviter et réduire ont été utilisés au maximum, un scénario 2 où on a plutôt été vers la compensation et un scénario 3 qui est un scénario réalisé par l'aménageur lui-même. Donc là, c'est pas hyper flagrant, mais il y a des fois où c'est plus flagrant. L'évitement et la réduction, en tout cas, là, sont moins chers qu'effectivement d'aller directement vers la compensation. Et ce que vous voyez à droite, c'est l'impact au niveau des services écosystémiques, avec les 3 scénarios qu'on retrouve en bout, hein, c'est les 3 derniers histogrammes, où on voit en vert le pourcentage de services écosystémiques qui sont préservés en fonction des solutions qui ont été entreprises, avec évidemment plus de vert là où on a évité et réduit les impacts. Et donc, 3e volet de cette stratégie ERC dans le cadre de la démarche biodiversité, c'était de développer une stratégie de compensation pour les impacts résiduels. Donc aujourd'hui, Bordeaux Métropole est opérateur de ses propres compensations, hein, voilà, de compensation pour ses propres projets. Comment est-ce qu'on a réalisé ça? Ça s'est fait en trois phases. Une première phase qui a été de développer un pool foncier, c'est-à-dire vraiment de déterminer parmi les fonciers qui appartenaient déjà à la métropole, ceux qui pouvaient faire l'objet d'une compensation. Donc, on a fait réaliser des diagnostics qui nous ont permis en fait de sécuriser 70 hectares de milieux à restaurer, avec pour chacun des secteurs et des parcelles, la typologie de compensation qu'elle peut accueillir, zone humide, espèce, telle ou telle espèce, etc. Et évidemment, c'est un pool aujourd'hui qu'on continue en fait finalement progressivement de faire grossir en fonction des opportunités d'acquisition.
En complément de ça, comme le présentait Monsieur Génin, on essaie de créer un site naturel de compensation, hein, qui est donc la compensation par l'offre, puisqu'on avait 2 fonciers en fait, hein, qui font partie de notre pool foncier d'origine, qui pouvaient sembler intéressants pour créer des sites naturels de compensation. Et ça, c'est pour permettre évidemment d'anticiper des besoins futurs et de mobiliser très rapidement des unités compensatoires. Et on a fait le choix de ne positionner ces sites naturels de compensation que sur la compensation zone humide et espèces associées, parce que c'est là où on est certain d'avoir des besoins dans le futur. Et donc, en complément de cela, nous avons mis en place un marché à bon de commande pour les services en interne de la métropole, afin de répondre à tous les besoins de la mise en œuvre de la compensation. Ça va de la recherche d'un site compensatoire, en passant par l'écriture des plans de gestion, l'accompagnement des travaux de compensation, et jusqu'au suivi, puisque donc il y a des mesures de suivi qui doivent être mises en œuvre pour 30 ans, et donc qui font également partie de ce marché à bon de commande. Donc pour terminer, ce que je viens de vous présenter finalement, c'est ce qui a été intégré à la démarche biodiversité 2017-2020. Donc c'est une démarche qui se poursuit par biodiversité 2021-2026, avec un plan d'action ambitieux, hein, puisqu'on a 49 fiches actions sur ce plan d'action, qui sont réparties donc sur 4 axes: suivre l'état de la biodiversité, préserver et restaurer les milieux naturels, faire de la nature urbaine un élément de la trame verte et bleue, et sensibiliser le grand public, les élus et les acteurs. Donc, ce sont des actions très opérationnelles qui laissent une place importante à l'expérimentation et à l'innovation. Et l'évitement des impacts est toujours au cœur de cette démarche, même voilà, sur 2021-2026, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il faut poursuivre la traduction des enjeux écologiques dans le PLU, donc vers une révision complète. La mise en œuvre en continu d'une démarche exemplaire dans les projets d'aménagement métropolitain. Et pour ça, ça va passer par la formation des aménageurs publics et privés à l'usage des outils que nous avons développés et que je vous ai présentés, et la mise à disposition de la connaissance que je vous ai présentée en première partie auprès d'un plus large public.